Le décryptage est de retour sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. La lutte contre le terrorisme et la crise migratoire, c'était les deux principales préoccupations au cœur de la tournée africaine de la chancelière allemande. Après le Mali et le Niger, où elle a promis des appuis sur le plan militaire et contribué au développement, Angela Merkel a terminé sa tournée par l'Éthiopie, où elle a mis l'accent sur le respect des principes démocratiques. Quel bilan retenir de cette tournée africaine de la chancelière allemande? Pourquoi ces trois pays, les différents acquis et appuis annoncés, du moins, sont-ils suffisants pour juguler cette crise des migrants dans la Méditerranée et le terrorisme en Afrique subsaharienne? Autant de questions qui seront débattues, du moins dans un instant, avec nos invités dans la première partie de cette émission. Notre second sujet de ce jour porte sur le Rwanda et l'annonce de la réouverture en France de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana, décédé en 1994 dans un crash d'avion qui a précédé le génocide rwandais avec ses centaines de milliers de morts. Cette annonce a entraîné une vive réaction de la part de Kigali. Le président rwandais Paul Kagame n'a pas hésité à mettre en garde la France contre une éventuelle épreuve de force en cas de réouverture effective de ce dossier. Mais pourquoi le président Paul Kagame met-il en garde du moins la France? Que pourra-t-il faire si la France s'entêtait à avancer dans ce dossier? Nous poserons ces questions à nos invités dans un instant. Mais en attendant, madame, monsieur, voici le point de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash d'information. Les Nations Unies mettent en garde contre les violences en République démocratique du Congo. Selon Maman Sambo Sidikou, l'envoyé spécial de l'ONU, la crise politique actuelle pourrait conduire à des violences de masse si rien n'est fait. Les capacités de la mission de l'ONU risquent d'être rapidement dépassées, a-t-il averti. La RDC connaît une crise politique depuis que l'opposition accuse le président Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son dernier mandat. L'Assemblée nationale ivoirienne a adopté mardi le projet de nouvelle constitution proposé par le président Ouattara. Le test a obtenu l'approbation de 239 sur 249 députés. Ce projet de loi qui prévoit la non-limitation d'âge pour le président de la République, la création d'un poste de vice-président et l'instauration d'un Sénat sera soumis à un référendum le 30 octobre prochain. L'ex-chef des rebelles du Soudan du Sud, Riek Machar, a quitté mercredi Khartoum où il vit en exil pour des examens médicaux en Afrique du Sud. C'est la première apparition devant la presse de Riek Machar depuis qu'il a fui Djouba après les violents combats de juillet dernier. Selon les journalistes, l'ex-dirigeant rebelle paraissait en bonne santé. Nous sommes de retour pour le décryptage de l'actualité africaine. L'émission Angle de Vue reçoit ce jour le journaliste Arimi Choubadé. Il est également analyste politique. Arimi Choubadé, bonjour et bienvenue dans ce débat. Bonjour Joël. J'ai également comme second invité sur ce plateau Maître Alain Roula. Il est notre consultant maison. Maître Alain Roula, bonjour. Bonjour Joël. Bonjour Arimi. Madame, Monsieur, c'était là donc la présentation des invités pour cette émission, une émission débat consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent africain que je démarre après cette virgule. La lutte contre le terrorisme et la crise migratoire dans la Méditerranée, c'était les deux principales préoccupations au cœur de la tournée africaine de Angela Merkel, la chancelière allemande qui a visité le Mali, le Niger et l'Éthiopie. Arimi Choubadé, je me tourne vers vous. Dites-moi concrètement, que peut-on retenir de ces trois étapes de la tournée de Angela Merkel? Non, vous avez déjà tout dit. C'est essentiellement terrorisme et migration. Oui, c'est vrai que la tournée de l'Éthiopie, l'état de l'Éthiopie, c'est que Merkel est dans un pays émergent, pour parler de business. Hein, elle a fini avec les assistés, les éternels assistés, confrontés à la pauvreté, confrontés à la crise migratoire, confrontés au terrorisme, tout ce que vous savez. Puis un pays qui émerge. Hein? Oui, c'est vrai que là, elle a été rattrapée par l'actualité. Oui, mais non seulement l'actualité, mais les statistiques ont prouvé qu'une bonne partie des migrants venaient de l'Éthiopie. Alors, est-ce que si le pays était vraiment émergent... Aujourd'hui, l'Allemagne est confrontée à deux gros problèmes. Il y a
la Turquie, enfin, avec la crise en Syrie, et puis la Libye. Ceux qui viennent majoritairement en Libye viennent de l'Afrique noire, viennent de l'Éthiopie, viennent du nord du Mali. Non, en majorité, ce sont les pays de l'Afrique occidentale, notamment le Niger, le Mali. Il y a les pays de la Corne de l'Afrique également. Tout à fait, oui, mais je dis, c'est la migration, mais en Éthiopie, on parle de business. C'est quand même une industrie métallurgique avec, vous savez, que l'Éthiopie fabrique déjà des voitures. Hein? Quand l'ONU a des opérations de maintien de l'ordre en Afrique, les tanks sont fabriqués en Éthiopie. C'est 500 buildings en un an. Bien sûr, l'Éthiopie n'a pas le même niveau que les autres pays de l'Afrique noire. C'est du business. Et si vous voyez, on sent une multiplicité de pôles au niveau de l'Union européenne. Les Allemands ont senti que, par exemple, pendant longtemps, la crise, surtout les pays de l'Afrique occidentale, ont été la chasse gardée de la France, mais les autres n'ont pas eu le sentiment que la politique française a permis un peu de régler ces problèmes. Et il fallait que l'approche française qui est militaire, si vous voulez, la France cherche encore à sortir de la colonisation. Mais aujourd'hui, qu'elle parle de l'économie, la diplomatie, du développement, voilà, économique. Alors, mais vous aviez dit tout à l'heure que malheureusement, elle a été rattrapée par l'actualité dans le pays. Est-ce que ce n'est pas dommage que ce soit l'occasion de la visite d'Angela Merkel qui a été saisie par le Premier ministre pour parler de la refonte de la loi électorale dans le pays? Non, comment appelle-t-on, la main de fer en Éthiopie, c'est pas de maintenant. C'est très bien, mais beaucoup de pays occidentaux ont choisi de fermer les yeux. Sauf que cette fois-ci, il y a une actualité brûlante qui n'était pas certainement prévue. Parce que, on sent, il y a la révolte de quelques minorités, il y a les mouvements sociaux. Tout à fait. Et les élections qui s'approchent. Et puis, forcément, Merkel ne peut pas passer par là sans rappeler les grands principes fondamentaux de la démocratie. D'ailleurs, elle a même refusé d'aller prononcer un discours à l'Assemblée nationale éthiopienne. Tout à fait. Donc, parce que la répression, on ne peut pas. Oui, c'est ce qui se passe. Il y a eu des manifestations qui ont été réprimées sauvagement avec plusieurs morts, etc. Donc, Merkel ne peut pas passer à Addis Abeba et faire comme si rien n'était. Et n'oubliez pas que Addis, quand même, c'est la capitale diplomatique de l'Afrique. C'est là que vous avez le siège de l'Union africaine et vous avez la concentration de plusieurs autres institutions sous-régionales. Et donc, c'était un passage diplomatique d'abord, économique ensuite, mais maintenant, le pays lui-même est confronté à des problèmes de démocratie, donc on ne peut pas échapper à ça. Maître Alain Roula, quel bilan vous tirez de cette tournée de Angela Merkel sur le continent africain? Un bilan positif à tout point de vue. D'abord parce que cette tournée, de mon point de vue, correspond à quelques petites vacances compte tenu des échecs électoraux que Angela Merkel et son parti ont essuyés. Elle a besoin d'aller respirer un peu et de venir chercher en Afrique ce qu'elle n'a pas chez elle, c'est-à-dire la paix et la tranquillité. Parce que les problèmes majeurs... Vous êtes sûr qu'elle aura la paix et la tranquillité au Mali et au Niger? Elle aura la paix et la tranquillité. Je veux m'expliquer. Ce qui gangrène et pollue la vie politique aujourd'hui en Allemagne, c'est la crise migratoire. Et avant cette crise migratoire, qui est la conséquence du premier mal, le terrorisme. Donc la tournée de la chancelière, c'était pour voir si les bases sont opérationnelles. La tournée est officiellement motivée par la lutte contre ces deux fléaux, terrorisme et flux migratoire, qui est le corollaire immédiat de ce terrorisme. Et je pense que les bases ont été bien posées, les annonces ont été bien accueillies, et c'est aussi une manière de préparer la présidence du G20, où ces questions seront, d'après les sources diplomatiques allemandes, placées au premier rang des différentes rencontres. Alors, ce qu'il faut lire, c'est un signal fort. Je crois que l'Allemagne est en train de sortir de sa réserve diplomatique et de la neutralité apparente affichée quant aux intérêts qui se trouvent en Afrique. Je crois que le chancelier est en train de démontrer que les choses vont changer et que l'Allemagne prendra sa part
dans ce concert économico... Ça part du gâteau africain. Économico-politique. L'Afrique est devenue un gâteau à partager. On continue pas à partager d'ailleurs. Je dois confesser que c'est avec beaucoup d'admiration et d'intérêt que je salue cette démarche parce que l'Allemagne s'est toujours montrée pragmatique, n'est pas dans une démarche diplomatique empreinte d'hypocrisie. On est concret, on est venu constater, on annonce la couleur. Les mesures annoncées seront exécutées et je crois que les autres capitales occidentales devraient prendre exemple. Je voudrais vous demander, Maître Alain Onla, est-ce que vous pensez que le problème a été abordé concrètement à la base? Parce que est-ce qu'on peut parler de la lutte contre le terrorisme, parler de la lutte contre la crise migratoire sans mettre pied au Nigeria, le foyer central de Boko Haram, où on connaît les exactions qui sont commises à ce niveau-là, sans mettre pied en Libye, où on sait qu'aujourd'hui la Libye est le boulevard qui permet aux migrants justement d'aller vers la Méditerranée. Est-ce que le problème n'a pas été mal cerné? Je ne pense pas que le problème ait été mal cerné. Effectivement, il aurait été utile de faire un tour dans tous les foyers. Mais je crois que la diplomatie germanique a ciblé ses priorités. Et je crois... Est-ce que c'est vraiment les priorités? Le Mali, le Niger, sont-ils vraiment les vraies priorités pour lutter contre ces deux pays? Je veux dire, il y a beaucoup de considérations et de paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a le problème des chasses gardées. Il y a beaucoup de pays qui se penchent déjà sur ce qui se passe au Nigeria, etc. etc. L'Allemagne est déjà présente au Mali, au Niger, où on a injecté beaucoup d'argent, où on construit des bases militaires. Je crois que c'est en fonction de cette pré-présence qu'on a choisi de faire le tour de ces trois pays. C'est une tournée qui n'a duré que 3 jours. Vous n'avez pas le temps de faire le tour du monde ou le tour de l'Afrique en 3 jours. Je crois que la chancelière est allée là où elle a déjà quelques bases intéressantes, sans compter que les autres foyers sont déjà pris en compte par les autres pays. Il y aura probablement d'autres tournées, mais je voudrais observer et faire observer que c'est une tournée inédite, parce que de mémoire d'homme, c'est rare que le Kaiser se déplace en Afrique. Et donc, c'est déjà intéressant de noter cet intérêt de l'Allemagne pour notre continent. Vous pensez que cela va se poursuivre? Je crois que c'est une démarche pragmatique et honnête, même si elle est intéressée. C'est dans un bon intérêt, c'est un modèle de coopération que je voudrais inviter les capitales occidentales à imiter pour régler les problèmes africains qui leur causent beaucoup de soucis. Arimi Choubadé, alors régler le problème de la crise migratoire et du terrorisme sans mettre pied en Libye, au Nigeria ou au Cameroun, est-ce que vous pensez que le problème a été vraiment attaqué à la base? Non, c'est vrai que quand on parle de terrorisme, il faut faire très attention avec le problème du Nigeria. Le Nigeria, c'est pas... Boko Haram, c'est vrai qu'on a leur donné un retentissement qui n'a pas vraiment. Je ne sais pas, moi je suis très fréquent au Nigeria, mais les échos de Boko Haram que nous avons ici, ce n'est pas le même écho à Lagos. Oui, pour ne parler que de ça. À Abuja, c'est vrai, vous allez voir quelques signes, mais vraiment, ce n'est pas le pays... oui, mais c'est le nord du Nigeria qui est sous tension. Et comme l'a dit Maître, il y a déjà des instances qui, plus ou moins, s'occupent déjà de ça. Il ne fallait pas en faire davantage. Et quand on parle de migrants, tout le monde sait très bien que ça part même du Bénin. Et ça passe par le Niger, justement, par le Mali, etc., pour atteindre traverser la Libye. Tout à fait. Et si, à ce niveau-là, si vous voulez, ce sont des circuits d'approvisionnement de la migration qui intéressent. On essaie de voir comment on peut agir. Et l'Allemagne était déjà présente depuis très longtemps dans ces pays-là. Pas pour faire qu'on appelle pour des opérations militaires, pour des opérations d'envergure, mais dans le développement. Vous avez ces fondations allemandes qui sont présentes, vous avez des programmes que l'État allemand lui-même développe avec ses États, notamment dans le domaine des infrastructures pour lutter contre la pauvreté, justement, et lutter contre l'analphabétisme qui sert quand même de prétexte aux recruteurs de toutes sortes, et même à l'industrie, puisque vous savez très bien que la migration aussi c'est une industrie. Il y a des passeurs qui font beaucoup de bénéfices avec
cette histoire-là. Et aujourd'hui, le non-État en Libye permet de connaître le phénomène que nous connaissons actuellement. C'est un terrain fertile. Oui, donc je crois que l'Allemagne veut couper la route de la migration plutôt que d'aller s'occuper des grands problèmes de terrorisme. Est-ce qu'on peut vraiment couper la route de la migration, du terrorisme, sans régler le problème de développement à la base? Certes, Angela Merkel a promis de l'aide au développement, mais est-ce que c'est l'argent qui peut régler ce problème? Non, pas l'argent. Vous savez très bien, même au Bénin, vous avez vu l'approche allemande, la coopération allemande au Bénin, elle est vieille. Elle est plus pragmatique. Oui, l'impact, tout le monde voit ces impacts-là, pas avec l'État, le grand État, avec les grands accolades ou les défilés des chefs d'État à Berlin. C'est de petites associations, de petites ONG qui sont là, qui assistent des populations dans... oui, là où on a vraiment besoin d'apporter quelque chose. Et oui, peut-être ces petites initiatives ont un grand impact. Alors donc, il n'y a pas une modification de l'approche allemande. Maintenant que Merkel vienne en déplacement, je ne crois pas que c'est le déplacement en lui-même qui va régler les problèmes. Oui, mais c'est un signal fort quand même. C'est rare de voir un chef de gouvernement allemand se déplacer sur le continent africain. Prenez Cotonou. Presque tous les grands ponts que vous avez à Cotonou sont bâtis par la coopération allemande. Nous avons reçu ici le président allemand. C'est vrai que ce n'a pas la même envergure que la chancelière. Oui, mais c'est ça l'approche qui ne va pas changer, qui ne change pas. Ce n'est pas la diplomatie tam-tam, c'est pas quand on vient... Quand les chefs d'État français viennent au Bénin particulièrement, c'est pratiquement la veille des élections. On sent que c'est de la politique aérienne. Chirac était là en 1995. Sarkozy, il n'était pas président de la République, il était là en 2005. Hollande en 2015. C'est-à-dire qu'à la veille de sa présidentielle, vous avez... Donc vous pensez que la France intervient beaucoup plus dans la politique, mais les Allemands beaucoup plus dans l'économie. Tout à fait. Est-ce qu'on peut oser dire que cette tournée de Angela Merkel annonce des rivalités diplomatiques prochaines entre la France et l'Allemagne sur le continent africain? Non, l'Allemagne n'a pas de visée expansionniste. Vous savez, il y a des pays... Non, pas de visée expansionniste, mais de visée économique. Oui, il y a que la France... L'Éthiopie, vous-même, vous l'aviez... Non, mais il n'y a que la France qui est encore en train de se demander comment je sors de la colonisation. Il y a certains pays qui ont déjà dépassé cette étape, qui sont dans une autre ère. On parle de mondialisation, de globalisation. Il n'y a que qu'en France qu'on considère les pays africains comme des propriétés privées. Oui, mais c'est parce que les pays africains le permettent également. Oui, tant que les pays africains eux-mêmes ne vont pas montrer leur maturité. Aujourd'hui, ce qui est important, par exemple... il y aura toujours des tentatives de révision de constitution dans les pays francophones africains. Ce qui est important pour l'anglais, c'est pas qu'il y ait au pouvoir en Afrique du Sud. C'est qu'un jour, il peut se lever et aller s'installer en Australie et être à l'aise. Puis aller s'installer en Nouvelle-Zélande et se sentir à l'aise, ou aux États-Unis, ou au Canada. Mais le français... Tant qu'il y a les violations des droits humains dans les pays francophones. Oui, mais le français n'a pas ces exutoires-là. Le français, lui, quand il vient en Afrique, c'est pour voir qui est président de la République et qui il faut placer. C'est parce qu'en Afrique, il y a encore des violations de droits humains. Non, vous ne pouvez pas dire... non, dans certains pays africains, francophones. Vous êtes dans un pays où il n'y a pas... Je n'en disconviens pas. Le Bénin est une exception. Le Burkina, d'autres pays sont des exceptions. Mais il y a des pays francophones africains où on continue à violer allègrement les constitutions ou les droits humains. Oui, on viole... Dans ces conditions, la France doit quand même garder un regard. On viole les tests tous les jours un peu partout. Vous suivez l'actualité un peu partout. On ne peut pas me dire que ce n'est pas en France que le Conseil d'État n'a rien à faire et qu'il n'est pas là tout le temps pour redresser. Vous avez vu, chaque année, il y a le rapport la Cour des comptes pour redresser des déviances, etc. Donc, oui, c'est vrai, à des degrés divers, mais on ne peut pas dire que la France est chargée de mettre de l'ordre en Afrique. Au contraire, c'est dans les charges gardées de la France qu'il y a beaucoup de désordre. Donc, ce sont des parce que justement... Les traités de coopération qui ont été signés entre ces pays africains et la France qui prévoient... Non, mais il y a beaucoup de traités de protection, d'assistance militaire en cas d'agression et autres. Non, nous sommes dans un traité de colonisation. Vous souvenez-vous du traité? Ce sont les dirigeants africains qui signent. Vous ne pouvez pas accuser la France de défendre ses intérêts. Non, oui, et quand on commence comme ça pour dire que si l'Afrique est dans cet état-là, c'est parce qu'elle a voulu, mais c'est une mauvaise lecture de l'histoire du monde. On aurait pu laisser l'Afrique du Sud pour dire qu'il a se débrouiller avec l'apartheid. Moi, en tant que petit écolier, à Porto Novo, au Bénin,
je cotisais pour entretenir l'ANC ou la branche armée de l'ANC. Donc il y a eu, la communauté internationale, il y avait des mobilisations jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Asie, pour défendre les Noirs sud-africains face au pouvoir blanc. Si aujourd'hui, les autres Africains restent là pour dire les francophones n'ont qu'à se débrouiller, ben, écoutez, on sombre ensemble. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à dire oui, ils sont dans l'état dans lequel ils sont parce qu'ils ont voulu. Il faudrait aujourd'hui que, par exemple, la question du CFA devienne une question de l'Union africaine. Parce que le CFA est un poison pour l'intégration africaine. Tout à fait. Et si on veut remédier à cela, il faudrait que toute l'Afrique se lève pour dire, ben, écoutez, on a fini une fois pour de bon. S'il n'y a pas cet élan-là et qu'on dit non, ils n'ont qu'à se débrouiller. Vous voyez un peu, on se noie ensemble. Vous voyez un peu comment le Nigeria et le Ghana font leur commerce. Ils sont obligés de traverser. Vous voyez les camions bâchés qui traversent le Bénin, le Togo. Tout à fait. Alors que ça pourrait se dérouler autrement, où on impliquait toute cette zone dans ce commerce-là, et cela pourrait nous appliquer. Vous voyez qu'aujourd'hui, la distance entre qu'on appelle-t-on Cotonou et Lagos est beaucoup plus grande que la distance entre Cotonou et Paris. Pourtant, quand vous prenez une carte géographique, Cotonou est pratiquement à un jet de pierre de Lagos. Tout à fait. Alors donc, et pour réduire, pour faire disparaître ces otages, ces otages majeurs pour le développement de la sous-région, il fallait quand même que l'Afrique se lève, se réveille. Et pas qu'on continue à dire, oui, écoutez, les francophones n'ont qu'à se débrouiller avec leurs maîtres, et tant qu'ils ne vont pas se réveiller, ben, ça fait leur non. Maître Alain Orula, alors vous voyez à travers cette tournée d'Angela Merkel l'annonce d'une rivalité diplomatique prochaine entre la France et l'Allemagne? Je crois que l'Allemagne s'est toujours, sans le dire, considérée comme supérieure aux autres puissances européennes. C'est d'ailleurs le leader de l'Union européenne. Ça s'est traduit par exemple par les visées expansionnistes de Adolf Hitler de triste et de sinistre mémoire. Depuis que l'Allemagne a été dépossédée par le traité de Versailles de ses petites colonies africaines, le Rwanda, le Burundi, le Togo et le Cameroun, elle a travaillé à mettre les autres pays européens sous coupe réglée. Les expansions vers la Russie, etc. Bon, je ne vais pas reprendre toute l'histoire. Donc, pour dire que sa préoccupation, ce n'est pas l'Afrique. Sa préoccupation, ce n'est pas une politique d'expansion colonialiste ou coloniale. C'est économique et elle s'est très vite reconstruite. Alors, si je dois citer de mémoire les chanceliers que je connais, de Adenauer à Angela Merkel en passant par Schmidt et Kohl, aucun de ces chanceliers n'a eu de grands discours. Et nous avons une chancelière, un vrai homme d'État, qui a à son actif déjà d'avoir obtenu et géré la réunification des deux Allemagnes et en a fait un moteur. C'est montré discrète jusqu'à présent, maintenant elle prend le taureau par les cornes. Donc ce n'est pas de rivalité dont il s'agit, mais c'est de reprendre une place dans un concert économique disputé jusqu'à présent par la France, la Grande-Bretagne, avec des approches plus ou moins différentes. Pour arriver sur ce point précis, Angela Merkel est au pouvoir depuis 2005 et son parti est en train de perdre. Pour quelle raison principale? La gestion de la crise migratoire. C'est-à-dire qu'on lui reproche d'être un peu complaisante avec ces immigrés qui viennent envahir les Allemands, d'être trop humaniste et de polluer l'Allemagne. Donc je crois qu'il y a un changement de cap politique qui s'impose à elle. C'est-à-dire qu'elle va rentrer dans une politique un peu plus rigoureuse, pour ne pas dire rigide, avec le traitement des immigrés. Et donc, il vaut mieux, parce que les Allemands ne sont pas comme les Français ou les autres, il vaut mieux prendre le problème à la base, à la racine, donc aller à la source, régler les problèmes économiques, les problèmes de démocratie et insuffler une véritable politique d'aide, entre guillemets, à résoudre ces problèmes qui les polluent. Donc la démarche, elle est honnête, elle est pragmatique, comme toujours. Mais là, c'est
c'est sur un terrain où on voit beaucoup plus la France. Oui, mais on verra de plus en plus l'Allemagne. Parce que le prétexte, le moment est bien choisi. Donc bientôt la concurrence. Le time, non, il y a toujours une concurrence. Bon, cette fois-ci, elle sera apparente. La France que je connais, dont l'emblème c'est le coq gaulois, ça caquette, ça cocoricoque beaucoup, mais l'Allemagne était discrète parce que la diplomatie allemande, comme l'a souligné Arimi Choubadé, est plus efficace, plus active, mais moins visible. Le travail formidable que fait la fondation Adenauer, une diplomatie discrète et efficace. Il y a Friedrich Ebert, d'accord, donc qui sont très concrètes. Les ponts, moi je me souviens aussi, pour avoir grandi à Porto-Novo, du premier pont, les Allemands ne sont pas arrivés et signé des accords de coopération et d'aide. Le pont a été annoncé, il a été construit. Et les ponts ont été construits, c'est là, ça tient debout, donc les Allemands bâtissent. Les Allemands sont concrets. Donc aujourd'hui, je crois que l'Allemagne veut donner une visibilité à leur action, sans rentrer dans la démagogie, dans la surenchère. L'Allemagne a été ruinée en 18 et de 39 à 45 a quand même réussi à reconstruire une économie de guerre et à lancer des offensives sur toute l'Europe. Donc de la même manière, je pense que l'Allemagne est aujourd'hui prête à donner une autre orientation à sa diplomatie. Et la diplomatie aussi, c'est des symboles. D'où la descente sur les lieux pour venir en reconnaissance. C'est vrai que ce n'est pas en 3 jours qu'on peut faire le tour de l'Afrique et régler tous les problèmes. Mais c'est déjà un signal fort. J'ai confiance, c'est un signal qui est dans un timing parfait, puisque l'Allemagne prendra la tête du G20 l'année prochaine, et je crois que les choses vont se dérouler autrement. Donc pour conclure et répondre directement à votre question, il y a concurrence et concurrence. Il y a peut-être concurrence dans les discours et dans les exhibitions, mais je suis persuadé que dans les actes, l'Allemagne sera présente, sera d'ailleurs même plus en avance déjà. Sera pertinente et l'est déjà. Et si j'étais un dirigeant africain, je me rapprocherais de cette Allemagne qui, tout en préservant ses intérêts, ce qui est tout à fait normal, nous offre l'opportunité de saisir les nôtres et de régler les problèmes à la source, à la base, et non pas dans les discours. Maître Alain, on l'a très rapidement avant de boucler ce premier débat dans cette émission. Est-ce que vous pensez qu'on peut régler le problème du terrorisme et de la crise migratoire en amont, sans régler du moins en amont le problème du trafic des stupéfiants et d'armes, et qui souvent est entretenu par l'Occident? Je crois que les précurseurs et les stupéfiants viennent exciter les esprits déjà chauffés. Oui, quand on analyse bien, les armes accompagnent l'action. Le problème du terrorisme, et surtout le terrorisme qui fait son nid en Afrique, est d'abord lié à la misère. Misère financière, misère économique, misère intellectuelle. C'est lié au sous-développement. C'est le résultat et la résultante de frustrations occasionnées par les errements de gouvernance, la mauvaise gouvernance, et le sentiment injuste parfois que nous avons de ce que les autres nous exploitent, mais ils ne nous exploitent qu'à travers nos propres dirigeants. Donc, soigner le mal à la racine, c'est d'abord faire face aux problèmes économiques et financiers de nos pays, du continent, c'est d'aider à reconstruire ce qui a été démoli par les colons et les dirigeants africains qui ont fait leur jeu. Et c'est en cela d'ailleurs que je salue le pragmatisme du chancelier ou de la chancelière allemande qui parle d'un plan Marshall. Enfin, pour l'Afrique, ça fait longtemps qu'on en parle, mais les Allemands sont concrets. Donc ça veut dire que la vision de l'Allemagne, qui est très pragmatique, consiste à dire, si nous ne voulons pas être emmerdés chez nous, il vaut mieux... faut aider l'Afrique à s'en sortir. Pas aider, il vaut mieux arrêter d'entretenir ces sources de pollution. Donc, la nécessité impérative, déjà avancée par grand nombre d'économistes, mais auxquels les dirigeants français en particulier sont restés sourds, c'est qu'il y a des limites à tout et que si on continue d'encourager nos dirigeants à nous piétiner, même si c'est pour servir les intérêts occidentaux, la guerre se transportera chez eux. Donc, le problème du terrorisme, c'est effectivement un problème de régulation, de gouvernance, de suivi et de rigueur dans les accompagnements. Le reste, chaque pays, chaque nation défend ses intérêts
intérêts. Et je suis persuadé que ce n'est pas seulement par humanisme, ce n'est d'ailleurs pas du tout par humanisme que la chancelière, qui est très humaine, hein, je dois le dire, non, mais c'est vrai, pour être originaire de l'Allemagne de l'Est, c'est dans ce pragmatisme et dans la conquête de victoire indéfinie que la Kaiserin s'intéresse à notre... Arimi Choubali, régler le problème du terrorisme et de la crise migratoire sans régler le problème de trafic d'armes et de drogue souvent entretenu par l'Occident. Non, je crois que là, c'est toute la problématique de ce qu'on appelle le terrorisme dans le Sahel. Hein, tout le monde sait très bien que quand on parle d'opération antiterroriste, c'est beaucoup plus une opération de nettoyage, de camouflage. Vous avez vu toutes les gesticulations qui ont précédé l'intervention française. Au début, il était question que personne ne devait aller au Sahel. Et à justice, les Algériens ont toujours considéré que le Sahel était le tremplin dont se servait la France pour revenir en Algérie. On entretenait beaucoup de groupes qui étaient beaucoup plus des groupes impliqués dans le trafic. On parlait de beaucoup de trafic. Vous vous souvenez de comment on appelle-t-on, de cocaïne, de gros avions qui atterrissaient. Air cocaïne, c'était sur un autre continent. Oui, qui atterrissaient dans le Sahel, dans le désert malien, qui disparaissaient, qui transportaient tout ce qu'on parlait même d'essais nucléaires à cet endroit-là. Et donc, on se souvient que quand l'État malien voulait aller à l'assaut des irrédentistes, les Français se sont opposés et ont fait user de tous les subterfuges pour que l'armée malienne ne soit jamais capable d'aller à l'assaut. Et quand ils ont voulu aller, ils sont allés tout seuls pour aller faire beaucoup plus du nettoyage et du camouflage et que de lutte contre le terrorisme. Parce que vous savez, quand on parle de djihadistes au Mali, etc., on en a vu très très peu. En dehors de tout le bruit qu'on a fait avant, vous vous souvenez que des confrères à nous ont été assassinés dans cette région-là, qui était sous protection française, et que jamais on a su ce qui s'est passé par la suite. Jusqu'à ce jour. Tout à fait. Donc, ça demeure toute une énigme, le trafic dans le Sahel. Et c'est beaucoup plus ce trafic-là qu'il faut régler avant de régler le discours sur le terrorisme. Alors, comment est-ce qu'on peut régler alors le problème du terrorisme si on n'est pas conscient, on ne prend pas conscience de tout ce flou qui se passe dans le désert? On parle du djihadisme au Mali, un pays qui est déjà à 95% islamisé, et qu'on me dise qu'il y a un péril islamique dans cette région-là, il y a un problème. Et comme je vous l'ai dit, on a très peu vu de djihadistes. Plus tard, lorsque les hostilités ont commencé, ce sont les Français qui ont délimité les endroits où personne ne doit aller. Et donc, il faut déjà régler ce problème, ce trafic, et cette nébuleuse. Et après ça, on verra très clairement ce qui est terrorisme, ce qui est trafic, ce qui est tout ce que vous savez, irrédentisme et consorts. Parce que vous savez, les petits groupes, puis après, quand les quelques djihadistes en griffe qu'on a pu appréhender, on a constaté que c'était quand même des petits trafiquants qui étaient à la solde. Des petits voyous du coin. Des petits voyous qui étaient à la solde, qui géraient les histoires. Pourquoi Angela Merkel ne règle pas ce problème? Non, vous n'allez pas demander à Angela Merkel d'aller chasser. Vous êtes en train de poser, parce que le véritable problème est là. Vous n'allez pas demander à l'Allemagne. Ce n'est pas une question de l'aide au développement à appui militaire. Non, mais la source du problème est là, vous l'avez identifié. Et pendant longtemps, les Algériens étaient contre l'intervention des Français dans cette région-là, parce qu'ils savaient très bien qu'il y a des choses qui se trafiquaient et que toute la merde qui a été jetée en Algérie venait du désert. Venait de cette région. Et donc, vous n'allez pas demander à Angela Merkel d'aller mettre son nez dans ce boubier. Mais donc, ça veut dire que c'est le serpent qui se mord par là, que la fin n'est pas pour demain. Oui, et donc, lorsqu'on nous parle de guerre contre le djihadisme, etc., contre la montée de l'islamisme... Non, moi, je me suis toujours posé des questions quand on parle d'islamisme au nord du Mali, déjà. Et puis, vous savez très bien que c'est une zone ancienne de migration vers la France. Vous prenez... Il y a beaucoup de... L'économie même de cette région était alimentée par les immigrés qui vivaient en France, mais de façon moins polluante que ce qu'on observe aujourd'hui. Et donc, oui, c'est vrai, si on ne règle pas le problème de trafic qui s'opère, parce qu'en fait, il s'agit beaucoup plus de trafic que de menaces. Et puis le terrorisme, tout ça, ça nourrit
des petits... parce qu'il fallait il fallait avoir discours, occuper des terrains. Quand les petits bandits sont devenus des gouverneurs locaux, il fallait avoir un discours. Et le discours tout trouvé, c'était que bon, l'islam devait être rénové, etc. etc. Et donc, c'est un discours très classique hein, dans le milieu pour apprécier le terrorisme. Merci, Arimi Choubadé. Tout s'est passé parce que, oui, à un moment donné, les trafiquants ont pris le dessus. Merci, Arimi Choubadé. Merci, Maître Alain Roula, Madame, Monsieur. Notre second sujet de ce jour porte sur le Rwanda et l'annonce de la réouverture en France de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-président rwandais Habyarimana Juvenal, décédé en 1994 dans un crash d'avion qui a précédé le génocide rwandais avec ses centaines de milliers de morts. Cette annonce a entraîné une vive réaction de la part de Kigali. Le président rwandais Paul Kagame n'a pas hésité à mettre en garde la France contre une éventuelle épreuve de force en cas de réouverture effective de ce dossier. Pourquoi le président Kagame met-il la France en garde? Que pourra-t-il faire si la France s'entêtait à avancer dans ce dossier? Nous poserons ces questions à nos invités juste après cette virgule. Angle de vue se poursuit avec l'avocat Alain Orunla et le journaliste Arimi Choubadé. Maître Alain Orunla, à votre avis, pourquoi le président rwandais Paul Kagame s'oppose-t-il à la réouverture de cette enquête? Parce qu'il se sent morveux. C'est sûr. Oui, bien sûr. Mais quelque part, il pense que ça peut déstabiliser son pays. Non, pas son pays. Je vais m'en expliquer. Il se sent morveux et qui se sent morveux, qu'il se mouche. Le président Kagame a toujours considéré que cette enquête est dirigée contre lui. Et pour cause, lorsque le juge Bruguière avait été saisi de ce dossier qui concerne la France, parce qu'il y a eu des victimes françaises, c'est-à-dire le personnel navigant de l'aéronef qui a été abattu, les soupçons ont été portés sur le Front patriotique rwandais, dont le président Kagame est le chef incontesté et incontestable. Tandis que lui, à l'interne, a voulu dérouter les soupçons sur les Hutus extrémistes qu'il accuse d'avoir perpétré ce forfait. Donc c'est ceci qui a empoisonné les relations diplomatiques entre le Rwanda dirigé par Kagame d'une main de fer et la France, qui n'a pas grand-chose à voir, parce que j'ai la naïveté de penser, et j'affirme d'ailleurs, que c'est une question de justice et pas de diplomatie. La justice en France est indépendante. Elle a été saisie parce qu'il y a des victimes françaises d'un attentat sur lequel on doit enquêter. Toutes les parties s'accordent pour dire que c'est un attentat, puisque l'avion du président Habyarimana a été abattu par des missiles sur le territoire rwandais. Il y a un personnel navigant français à bord. Donc la justice française est parfaitement en droit et en devoir d'ailleurs. Oui, mais un tel dossier peut faire la lumière. Peut troubler l'ordre public au Rwanda. Et si ça peut déstabiliser tout la question n'est pas de savoir. S'il y a des déclarations, parce que rien ne prouve aujourd'hui que les déclarations qui seront faites en cas de réouverture de ce dossier seront des déclarations avérées. D'abord, il ne faut pas, je vous ai déjà dit plusieurs fois, que si on veut une justice efficace, il faut qu'elle soit indépendante et la justice ne doit pas s'embarrasser de considérations diplomatiques ou amicales. Il y a des morts, il y a même eu un chef d'État qui a été assassiné, il y a des victimes françaises, ça suffit pour que la justice française soit compétente. Mais là, vous parlez à dessein, puisque pourquoi le dossier a été relancé? Parce que le chef des renseignements militaires du Front patriotique rwandais et chef des renseignements du régime Kagame, passé à l'opposition, et sur qui certains soupçons portaient, a fait des révélations. Mais qu'est-ce qui vous prouve que ce n'est pas un règlement de compte? Je ne parle pas de règlement de compte, on parle d'enquête. Voilà un ponte du régime Kagame sur qui des accusations étaient portées, qui dit « je n'y suis pour rien, mais c'est nous qui avons fomenté le coup ». Permettez à la justice de l'entendre, et la justice donne les moyens à tout le monde de s'expliquer. Alors pourquoi bomber le torse et les muscles, menacer un État dont on n'a d'ailleurs pas la tête, la taille je veux dire, et c'est aussi de bonne guerre. Je veux dire, il y a une guerre de communication, tout simplement à l'évocation de la relance d'une enquête portant sur l'assassinat reconnu de tous de votre prédécesseur. Il n'y a aucune raison de gesticuler. Maintenant, les exploitations politiques
peuvent être combattus sur le terrain diplomatique, mais pour l'instant... vous pensez que la justice doit faire son travail? Je pense qu'il n'est pas de bon aloi pour la sérénité des débats de menacer la France. Le président Kagame se croit autorisé de menacer la France, dont l'État ne pourra rien contre l'œuvre de justice d'une justice totalement indépendante et qui est en devoir, pour éviter la forfaiture et le déni de justice, d'enquêter sur l'origine de l'assassinat du président Abiyarimana. Non, de ses ressortissants. C'est ça qui est important. Harry Choubali, vous êtes du même avis que Maître Alain Oumoula? Non, pas du tout. Vous savez, le Rwanda, c'est un peu la matérialisation de l'échec de la politique française en Afrique. Le Rwanda, quand le Rwanda était dans le giron français, c'était les coups d'État, c'était la gouvernance que vous savez, puis qui a abouti à la rébellion, qui a fait partir le président Abiyarimana, et puis le génocide et tout. Ça, c'était la France. La responsabilité de la France dans le génocide a été même prouvée par un rapport de parlementaires français. Et à ce moment-là, la justice française ne s'en est pas mêlée. Il y a des années que beaucoup de justice réclament des ressortissants rwandais qui vivent en France, protégés par la belle justice française et tout, et qui n'a jamais eu de suite. Vous avez la veuve d'Abiyarimana, il y a été, à plusieurs reprises, la justice rwandaise a voulu s'occuper de son cas, sans succès. La justice française n'a pas bougé. Et Maître Oumoula sait très bien que la justice, lorsqu'on parle de justice internationale, la diplomatie intervient fatalement, indépendant de justice ou pas. Vous avez suivi ici le cas du président Talon, où quand bien même la justice béninoise avait des prétentions, il a fallu quand même que la diplomatie joue son rôle, et que d'une manière ou d'une autre. Et vous savez très bien qu'à un moment donné, la France a renoncé à ces poursuites-là. On a même pu arrêter des officiels rwandais en visite en France. Et à un moment donné, la France, parce que Kagame, à l'époque, disait qu'il n'allait plus se représenter, qu'il allait partir du pouvoir. Et donc, il fallait arranger, trouver une porte de sortie honorable. Le fâcher, comme on a fait à Babo. Et puis après, quand il sera plus au pouvoir, quitte à relancer le débat, mais il se fait que il est revenu en force. Kagame ne parle plus, donc il fallait trouver des mécanismes pour ressortir le dossier, parce que dans cette affaire-là, on sent quand même qu'une certaine myopie de la justice française par rapport à un aspect du dossier, mais quand il s'agit de dire qui a lancé des missiles sur un avion, écoutez, à l'époque, le Rwanda était en guerre, connu officiellement, les Béninois étaient connus, et on savait très bien qu'il y avait un détachement de rebelles qui était en plein Kigali et qui pouvait à tout moment abattre un avion. Et donc c'était une vérité de guerre à l'époque. Alors donc oui, on veut savoir qui a tiré, etc. Et peut-être qu'on peut tomber sur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va prouver que Kagame était derrière, comme on a fait pour embastiller, comment vous appelez, Bemba. C'est possible. Hein? Oui, mais alors, si la France s'entêtait par rapport aux menaces de Kagame, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce qu'en 2006, il y a déjà eu une crise où pendant 3 ans, la France et le Rwanda étaient restés en froid. Cette fois-ci, selon vous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Oui, il se fait que quand le Rwanda a rompu avec l'influence française, petit pays, bien qu'il soit petit pays, est devenu une puissance régionale. Vous savez que la crise au Congo, le grand Congo aujourd'hui, oui, qui tire les ficelles. Et donc, s'il y a des intérêts à gérer au Congo, et peut-être dans la sous-région, il faut compter forcément sur le Rwanda. Donc, on ne se lève pas pour menacer un pays comme la France si on n'a pas les moyens. On n'a pas le dos suffisamment large. Oui, donc, vous pensez qu'on risque de rentrer dans une vraie crise diplomatique entre les deux capitales. Mais on a vu pratiquement la diplomatie française à genoux devant Kagame pour le ramener à la francophonie, pour qui sait son discours anti-français, etc., etc. Et ça a été fait. Et quand la France, il lui est arrivé de mettre la main sur des ressortissants rwandais sous prétexte qu'ils seraient mêlés ou quelque chose, on ne peut pas dire que quelqu'un... Il y a longtemps qu'on demande aux Français de déclassifier certains dossiers pour que la justice en serve pour faire la lumière sur les tenants et les aboutissants du génocide. Et on savait très bien qu'il y avait des militaires français présents au moment du génocide et qui, à un moment donné, ont eu à prendre des rôles qui ne sont pas du tout honorables.
il y a eu des officiers français qui ont dû reconnaître la part de la France dans le génocide. Mais la justice française, est restée muette. elle ne s'en préoccupe pas. Et puis bon, de temps en temps, pour enquiquiner un peu le régime rwandais, on pince un peu le Rwanda. Maître Alain Roula, vous avez suivi l'argumentaire de Harim Choubadé. Vous êtes de son avis? Non, je ne veux pas être de son avis parce que les approches sont différentes. Oui, mais la France quand même sort le dossier quand cela l'arrange. Non, écoutez, il ne faut pas entretenir cette confusion dans l'esprit des gens. La France, elle est multiple. Il y a l'exécutif. Que les politiciens et les dirigeants... Qui utilisent le judiciaire quand ça l'arrange. Non, s'il vous plaît. Ce n'est qu'en Afrique que ces choses sont monnaie courante. Que les politiques soient dans leur politique ahurie. Que les diplomates soient dans leur rôle en veillant à ne pas fâcher un tel, et exercent une certaine influence, ou tentent d'exercer une certaine influence sur les autres pouvoirs, je ne peux pas le nier. La tentation, elle est grande, elle existe tous les jours. Mais ce dont je suis certain, c'est que la justice française n'est pas aussi influençable qu'on voudrait le dire. C'est-à-dire, il faut prendre les dossiers. Il y a une instruction. Personne n'a encore dit qu'un tel est coupable ou un tel ne l'est pas. On dit enquête. Et malgré la brouille diplomatique, des mesures d'enquête ont été exercées. Il y a eu une expertise balistique sur le territoire rwandais pour déterminer dans quelles conditions l'avion a été abattu. Que les politiciens cherchent à se servir de ces déclarations, comme tous les jours, les présidents et anciens présidents en France peuvent être inquiétés par la justice, c'est une chose. Mais vous ne pouvez pas dénier à la justice française de faire son travail. Voir clair dans dossier. Un assassinat, non pas forcément du président Abiyarimana, mais de ses ressortissants. La chose est simple, en tant qu'avocat ayant exercé en France, et la loi existe aussi au Bénin, si la justice range ce dossier, c'est elle qui sera poursuivie pour déni de justice. Merci, Maître Alain Roula. Très rapidement. L'assassinat de nos confrères en zone contrôlée par la France, au Mali. Il y a eu le journaliste Guy André qui fait en Côte d'Ivoire, nous avait dit, dès que Gbagbo sera dégagé, on saura la vérité. La justice française n'a pas pipé mot. La justice française a réclamé la déclassification des dossiers, notamment au Rwanda. Eh bien, si elle était si libre, elle allait rentrer dans les... comment vous appelez? Merci. Dans les secrets de défense. Merci. Et nous sortir les dossiers. Elle est libre, mais elle n'a pas de pouvoir illimité. Merci beaucoup, Harim Choubadé. Merci, Maître Alain Roula. Comme il a été dit dans ce célèbre fable de La Fontaine qui dit, quelle que soit votre physionomie, la justice des hommes vous rendra beau. C'est une citation française. Voilà, donc cela se comprend évidemment qu'il s'agit là de la justice des hommes. Elle intervient quand elle arrange. Par moment, elle est indépendante. Par moment, elle est motivée. Elle est motivée. Elle est limitée. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter l'actualité dans votre émission Angle de vue consacrée donc au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Avant de vous dire au revoir, madame, monsieur, je soumets à votre réflexion cette sagesse ivoirienne qui dit « Qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir des crachats sur le visage. Qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir des crachats sur le visage. » Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Sika.